J'ai secrètement payé 12 000 € pour leur fête de 40e anniversaire de mariage, pensant que ce serait un cadeau surprise. Au dîner, maman a dit, « Tu n'es qu'une ombre comparée à ton frère. » Papa a ajouté, « Ne viens pas. Nous devons protéger le statut de la famille. » J'ai simplement souri et répondu, « Alors, laissez-le protéger les dépenses aussi. » Cette nuit-là, j'ai tout annulé. Une semaine plus tard, maman a appelé pour le loyer. J'ai dit, « Demandez à celui qui a le statut. » Tu n'avais pas à faire tout ça, a dit maman en ajustant ses perles, celles que je lui avais achetées pour Noël dernier. Nous étions à mi-parcours du dîner, juste nous quatre, moi, mon jeune frère Julien, et nos parents. C'était censé être simple. Je leur avais dit que c'était juste un dîner. Sans raison, sans occasion. Le vrai plan était pour le lendemain soir, la surprise totale. J'avais passé des mois à organiser une fête pour leur 40e anniversaire de mariage dont ils ignoraient tout. J'ai loué la salle, payé le traiteur d'avance, réservé un quatuor à cordes et même numérisé de vieilles cassettes VHS pour un diaporama. Je me suis occupé de tout moi-même, discrètement. Je ne voulais pas d'attention, je voulais qu'il se sente aimé. Mais Julien, lui, a toujours eu besoin d'attention. En fait, a-t-il dit en levant son verre de vin, je leur ai dit que quelque chose d'important se préparait. Je ne pouvais pas garder l'excitation pour moi. J'ai levé les yeux de mon assiette. Tu leur as parlé de la fête? Il a eu un sourire suffisant. Calme-toi. Je n'ai pas dit que c'était toi qui l'organisais. Ma fourchette s'est figée en l'air. Maman s'est illuminée. Alors, c'était ton idée, Julien? Oh, mon chéri. Bien sûr que c'était toi. Tu vois toujours les choses en grand. Elle a touché sa main et a ri. Il a toujours eu cette étincelle, n'est-ce pas? Puis le coup de grâce est tombé. Toi, s'est-elle tournée vers moi, tu as toujours été plus en coulisses. Un bon assistant. Mais Julien, il a de la prestance. Tu n'es qu'une ombre comparée à ton frère. Je n'ai pas scié. Papa a hoché la tête comme si c'était logique. C'est important, surtout avec les invités. Ne viens pas si tu ne peux pas être poli. Nous devons protéger le statut de la famille. J'ai bu une gorgée d'eau. Alors, qu'il protège aussi les dépenses. Personne n'a parlé. J'ai souri. Cette nuit-là, j'ai appelé chaque fournisseur et j'ai tout annulé. J'ai retiré la compte, j'ai tout arrêté. Une semaine plus tard, maman m'a appelé, non pas pour s'excuser, mais pour me demander si je pouvais aider avec leur loyer. Je n'ai pas hésité. Demande à celui qui a le statut. Vous voulez savoir comment j'ai fini par gaspiller 12 000 € pour une fête que je n'ai jamais pu organiser? Ça commence, comme la plupart des choses dans ma vie, avec Julien, mon jeune frère. Étudiant d'une grande école. Fierté de la famille. L'exemple de réussite. Il est entré à HEC Paris l'année dernière. Déploiement complet sur Instagram. Des dizaines de photos de lui avec un sweat à capuche qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Des légendes fières de ma mère, notre garçon va loin. Ils n'ont jamais mentionné qui payait la note, car la vérité est que HEC Paris coûte cher, très cher. Et pendant qu'ils paradaient tous en prétendant que le génie de Julien lui avait valu le monde, les paiements réels, eux, venaient de moi. Quand la petite entreprise de papa a fait faillite il y a 2 ans, je suis intervenu discrètement, j'ai pris des heures supplémentaires et j'ai annulé mes propres projets. J'ai commencé à couvrir les courses, puis le loyer, puis les charges. Ça s'est accumulé. Quand Julien a été accepté à HEC Paris, j'ai pensé qu'ils admettraient enfin qu'ils avaient besoin d'aide. Au lieu de cela, ils m'ont appelé et m'ont dit, nous faisons ça pour l'avenir de Julien. Il le mérite. Comme si je ne faisais pas partie de la famille. Comme si je n'étais pas aussi leur fils. Maman a pleuré. Papa a dit, c'est juste temporaire. J'ai accepté d'aider avec 1100 € pour le premier trimestre. Le trimestre suivant, il y a eu un problème avec le prêt. J'ai encore payé. Au printemps, j'avais déjà dépensé plus de 10 000 €. Et pourtant, à chaque dîner de famille, à chaque appel téléphonique, c'était « Julien par-ci, Julien par-là ». Personne ne m'a jamais demandé comment j'allais. Personne ne se souciait que je vive dans un appartement minuscule, que je mange des nouilles, que je fasse des économies sur tout.
J'étais l'invisible, le fiable. Au début, je n'en voulais même pas à Julien. Je me disais qu'il travaillait peut-être vraiment dur. Qu'il ferait peut-être en sorte que tout cela en vaille la peine. Puis j'ai découvert la vérité. J'étais à la maison un week-end pour réparer le radiateur de la voiture de maman. Julien était à l'étage, soi-disant en cours sur Zoom. Son ordinateur portable était ouvert dans le salon. Des notifications n'arrêtaient pas d'apparaître, Discord, Reddit, YouTube. Curieux, j'ai cliqué. Il n'y avait pas d'enregistrement de cours, pas de devoirs, juste des publications sur des subreddits parlant de sécher les cours, de copier des notes et de stratégies pour faire appel des avertissements de suspension. Il avait déjà été signalé pour son assiduité. Ses notes étaient limites. Et le pire ? Il prévoyait d'abandonner après ce semestre pour lancer son propre truc. Ses mots, pas les miens. Je n'ai rien dit tout de suite. Je devais en être sûr. Alors, j'ai envoyé un message à une amie qui, je le savais, travaillait au service d'aide aux admissions à HEC Paris. Elle me devait une faveur. Je lui ai demandé hypothétiquement, que se passe-t-il si un étudiant sèche 60% de ses cours ? Elle a confirmé la mise à l'épreuve, puis la suspension. Julien était sur la sellette. Pendant ce temps, mes parents se vantaient encore auprès des voisins que leur fils était en bonne voie pour devenir médecin, me traitant toujours comme un personnage secondaire. Quand j'ai confronté Julien, il a ri. « Tu t'inquiètes trop », a-t-il dit. « Tout va bien. »« Bien ? Tu es en train d'échouer. Tu gaspilles de l'argent. »« Ce n'est pas ton argent », m'a-t-il interrompu. « C'est celui de maman et papa. » C'est là que j'ai compris. Il ne savait pas. Il croyait sincèrement qu'il réussissait, qu'il était le fils prodige, parce qu'il les laissait le croire. Il a simulé le statut, et je l'ai financé. Le coup de grâce est venu 2 semaines plus tard. Nous dînions, juste nous, dans mon appartement. Julien m'avait surpris en se présentant sans y être invité. Il a mentionné l'anniversaire de maman et papa, a dit qu'il pensait faire quelque chose de spécial. Il s'est adossé à ma chaise, a siroté ma bière et a dit, « Tu sais, je pourrais réserver ce bar sur le toit en centre-ville. C'est cher, mais pour eux, ça en vaut la peine. » Je l'ai dévisagé. Il n'était pas sérieux. Il ne pouvait pas se payer cet endroit. Je le savais. Il le savait. Mais le lendemain matin, maman m'a envoyé un texto, « Julien nous a parlé de ton idée. Nous sommes si excités pour la fête. C'est si gentil de vous voir travailler ensemble, les garçons. » Mon idée ? Il s'attribuait le mérite de quelque chose qu'il n'avait même pas commencé. C'est là que j'ai craqué. J'ai mis les bouchées doubles sur le projet. Non pas parce que je voulais le partager avec lui, mais parce que je voulais qu'il voie qui était vraiment derrière tout ça. J'ai fait toutes les réservations, payé les acomptes, conçu les invitations, appelé la famille, organisé le transport, et je me suis tu. Je voulais que vienne le moment où je me lèverais, micro à la main, et dirais, « Surprise. C'est moi qui ai fait ça. » Mais Julien avait d'autres plans. Il leur a dit en premier, et comme ça, en une seule phrase, ils lui ont de nouveau remis la couronne. Ils l'ont vu comme le fils généreux, le visionnaire, celui qui a tout planifié. Je n'étais que le soutien, l'arrière-plan, l'ombre. Alors, quand ils ont dit « Ne viens pas si tu ne peux pas respecter le statut de la famille », je n'ai pas discuté. J'ai tout annulé, et j'ai attendu. La semaine après avoir tout annulé, ce fut le silence radio. Personne n'a appelé, personne n'a posé de questions, pas même Julien. J'ai supposé qu'ils étaient juste confus, attendant un miracle de dernière minute. Ou peut-être qu'ils pensaient que je bluffais, que j'allais devenir émotif et tout remettre en place dans les dernières heures. Ils n'ont pas réalisé que je ne bluffais pas. J'en avais fini. Puis est arrivé le samedi, le jour où la fête était censée avoir lieu. Je suis resté à la maison, j'ai commandé des plats à emporter bon marché, j'ai regardé de vieilles sitcoms et j'ai ignoré chaque alerte sur mon téléphone. À 19h, j'avais reçu 5 appels manqués de papa, 2 de maman, et quelques-uns de membres de la famille, principalement des cousins demandant si l'événement avait toujours lieu. Je n'ai répondu à aucun. Le dimanche matin, les textos ont commencé à affluer. « Papa, il faut qu'on parle. Ce n'est pas drôle. Maman, que s'est-il passé avec la salle ?
Les gens se sont présentés. Julien, tu es vraiment tordu, mec. C'est quoi ton problème? Ce dernier m'a presque fait rire. Ils étaient contrariés pour les apparences. Gênés, pas repentants. Et puis les vraies retombées ont commencé. Lundi, 8h42. Maman m'a appelé. J'ai répondu. Allô. Elle a sauté les salutations. As-tu tout annulé? Oui. Silence. Je ne comprends pas, a-t-elle dit. Les gens sont venus. Il n'y avait pas de nourriture, pas de musique, rien du tout. Je sais. Elle a expiré brusquement, comme si je venais d'admettre avoir accidenté sa voiture. Je te croyais meilleur que ça, a-t-elle dit. Meilleur que quoi? Qu'être invisible? Elle a fait une pause. Ne commence pas avec ça. Tu as dit que j'étais une ombre, maman. Au dîner, juste devant lui. Sa voix est devenue basse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Elle n'a pas discuté. Que veux-tu que je dise? Que tu savais qu'il n'avait rien prévu? Qu'il n'a pas payé un centime, que c'est moi qui ai encore tout fait? Ce n'est pas juste, a-t-elle lâché. Il a essayé. Il a menti. Tu n'avais pas à nous faire passer pour des imbéciles comme ça. Tu as embarrassé toute la famille. Non, ai-je dit. J'ai arrêté de payer pour votre fantaisie. Elle a raccroché. Quelques heures plus tard, papa a appelé. Tu penses que c'est comme ça qu'on traite sa famille? A-t-il aboyé. Je vous ai traité mieux que vous ne le méritiez. Vous nous avez humiliés devant nos amis. J'ai payé pour vos vies pendant 3 ans, et vous m'avez dit de ne pas venir. On était en colère. Tu as dit que je n'étais pas assez respectueux pour le statut de la famille, alors j'ai décidé de laisser celui qui a le statut s'occuper aussi des factures. Tu es aigri, a-t-il dit froidement. Et égoïste. J'ai ri. Ça, c'est égocentrique. J'ai été votre compte en banque depuis que Julien est entré à l'université. Ce n'est pas vrai. J'ai les reçus. Il n'a pas répondu. Je sais pour HEC Paris, ai-je ajouté. Les avertissements, la mise à l'épreuve, le fait qu'il n'ait même pas la moyenne. Silence. J'ai parlé à quelqu'un du service de la scolarité. Il est sur le point de se faire renvoyer. Tu n'as aucun droit. C'est moi qui ai payé. J'ai tous les droits. Il a marmonné quelque chose que je n'ai pas saisi. Julien n'est pas celui que vous croyez, ai-je continué. Il a menti. Il se fiche de tout ça. Il voulait juste le mérite, comme toujours. Je ne te crois pas. Alors demande-lui. Il a raccroché aussi. Je pensais que c'en était fini, qu'ils allaient faire bloc, protéger leur fils prodige et prétendre que je n'avais jamais existé. Mais le mercredi est arrivé, et quelque chose a changé. Maman a rappelé. Cette fois, elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air fatiguée. On peut parler? A-t-elle demandé. Juste toi et moi. Je n'en avais pas envie, mais j'ai dit oui. Elle est venue à mon appartement ce soir-là. Pas de maquillage, pas de perles, pas de faux sourires. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment. Puis elle a dit, je ne savais pas. Je n'ai rien dit. Je pensais qu'il s'en sortait bien. Il avait toujours l'air si confiant. Je suppose que je voulais le croire. Tu ne voulais pas me croire, moi. Elle a baissé les yeux. Je n'ai jamais voulu te faire sentir inférieur, a-t-elle dit. Mais tu l'as fait. Je sais. Elle a essuyé ses yeux. J'ai dit à ton père ce que tu as dit sur HEC Paris. Il a appelé Julien. C'est vrai. Il va être suspendu la semaine prochaine. J'ai hoché la tête. Il a dit qu'il avait besoin d'une pause. Qu'il commençait quelque chose de nouveau. Bien sûr qu'il le fait. Elle m'a de nouveau regardé. Tu as vraiment tout planifié? La fête? Oui. Et tu as payé pour ça? Chaque centime. Sa voix s'est brisée. Pourquoi? Parce que je voulais faire quelque chose de bien pour une fois. Quelque chose qui ne soit pas invisible.
Elle a tendu la main vers la mienne, mais je n'ai pas bougé. Je suis désolé, a-t-elle dit. Vraiment. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt à pardonner. Pas encore. Puis est venu le moment qui a tout scellé. Elle a demandé, penses-tu que tu pourrais encore nous aider avec le loyer ce mois-ci? Juste le temps que nous nous organisions. J'ai retiré ma main. Non, ai-je dit. Demande à Julien. Elle a semblé stupéfaite, comme si elle pensait que ses excuses lui avaient acheté une autre faveur. Ce n'était pas le cas. Après cet appel avec maman, les choses sont devenues très calmes. Plus de messages frénétiques, plus de demandes d'aide, juste le silence. Ce n'était pas paisible au début, c'était troublant. Comme après une tempête, quand l'air semble encore lourd. Les premiers jours, je m'attendais à une autre explosion, un autre message vocal culpabilisant. Mais ce n'est jamais arrivé. Juste le vide. Pour la première fois depuis des années, j'avais ma vie pour moi. J'ai commencé à me réveiller sans angoisse. Pas d'alerte bancaire, pas d'appels familiaux paniqués, pas de demande de paiement cachée sous une fausse inquiétude. J'allais au travail, je rentrais chez moi et je préparais de vrais dîners. Je ne vérifiais pas mon téléphone 10 fois par heure, attendant une autre urgence. Je n'avais pas réalisé à quel point mon énergie avait été consacrée à tout maintenir à flot, comme si j'étais la poutre sous une maison qui s'effondre. Maintenant que j'avais pris du recul, je voyais le poids que j'avais porté. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. J'ai appelé de vieux amis. J'ai même rejoint une ligue de basket amateur. Rien de sérieux, juste quelque chose pour moi. Je n'avais rien fait pour moi depuis des années. L'argent a cessé de fuir de mon compte. J'ai fait un plan, pas seulement un budget mensuel, un véritable avenir. J'ai recommencé à épargner. J'ai créé un compte séparé intitulé « Fonds de redémarrage ». Chaque dépôt ressemblait à une brique dans les fondations que je n'avais jamais eues auparavant. Et puis, environ 4 semaines après la fête qui n'a pas eu lieu, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas décroché, mais il a rappelé encore et encore. Finalement, la curiosité l'a emporté. Allô? Une voix familière. Salut, c'est Chloé. J'ai cligné des yeux. Chloé, l'ex de Julien. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans. C'était l'intelligente, la pragmatique. Je me suis toujours demandé comment elle avait pu finir avec lui, mais elle est partie juste avant qu'il ne déménage en région parisienne pour ses études. Elle m'avait toujours semblé être quelqu'un qui voyait clair dans le jeu des autres. Je sais que ça sort de nulle part, a-t-elle dit, mais je pense que tu dois voir quelque chose. Que se passe-t-il? Je travaille au Crédit Populaire maintenant. Je m'occupe du traitement des prêts. D'accord. Elle a hésité. Ton nom est passé sur mon bureau. Mon estomac s'est noué. Quoi? Il y a un prêt étudiant privé en attente. 20 000 €. Il est à ton nom. Co-signé, mais les documents semblaient bizarres. Ma gorge s'est asséchée. Tu n'as pas demandé de prêt récemment, n'est-ce pas? Non. C'est bien ce que je pensais. Elle a expliqué. La demande avait été déposée 2 mois auparavant. Le numéro de sécurité sociale correspondait au mien. La signature aussi, sauf qu'elle avait été copiée d'un scan. Les eurodatages étaient incohérents, et la pièce d'identité utilisée ressemblait à un fichier manipulé. J'ai reconnu ton nom, a-t-elle dit, et je connaissais Julien. Je l'ai signalé. J'ai un peu creusé. Je suis resté silencieux. Il a utilisé tes informations, falsifié les documents et essayé d'obtenir un prêt pour lui-même. La ligne a grésillé. J'ai empêché que ça aille plus loin, mais tu dois le signaler immédiatement. Je me suis connecté à mon rapport de crédit. C'était là, en attente. Co-signé sous mon nom. Julien, même après que je lui ai coupé les ponts, même après lui avoir tout donné, même après leur avoir dit que j'en avais fini, il a encore essayé de se servir de moi. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas choqué. Je n'étais même pas blessé. J'en avais fini. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte à la police. J'ai soumis toute la documentation. J'ai contacté le service des fraudes, j'ai gelé mon crédit et j'ai signalé la tentative d'usurpation d'identité. Je n'en ai pas parlé à Julien.
Je n'ai pas prévenu maman. Je n'ai pas appelé papa. Je n'allais pas leur donner une autre chance d'étouffer l'affaire. 2 jours plus tard, des poursuites judiciaires ont été engagées contre Julien. Faute financière. Utilisation non autorisée d'informations personnelles. Falsification de documents. C'est là que le déluge a recommencé. Message vocal de maman, ce doit être une erreur. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Texto de papa, tu es allé trop loin cette fois. Même un message d'une tante éloignée dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 5 ans, la famille, c'est la famille. On n'appelle pas la police pour les siens. Mais le sang ne signifie pas qu'on peut voler quelqu'un et s'attendre au silence. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le seul message que j'ai ouvert, Chloé en a envoyé un autre, heureuse de l'avoir intercepté. J'espère que tu vas bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, même juste de quelqu'un pour te confirmer que tu n'es pas fou, je suis là. J'ai répondu, merci. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Le plus fou? Je n'étais pas surpris. Quelque part au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme Julien n'arrêtent pas tant que quelqu'un ne les arrête. Et les gens comme mes parents, ils ne remarquent les dégâts que lorsque cela menace leur réputation. Une semaine après l'arrestation, j'ai reçu une lettre de Julien par la poste, manuscrite. Il ne s'est pas excusé. Il m'a blâmé. A dit que j'avais réagi de manière excessive. A dit que j'aurais dû lui parler d'abord. A dit que j'avais ruiné son avenir pour un malentendu. Je n'ai pas répondu. J'ai plié la lettre en 2 et je l'ai mise dans la déchiqueteuse. Puis je suis retourné à ma vie. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais vraiment libre. Cela fait 6 mois que Julien a été arrêté. Les charges n'ont pas disparu, les preuves étaient trop solides. La fausse demande de prêt, les documents falsifiés, les fichiers modifiés. Finalement, il a accepté un accord de plaider coupable, pas de peine de prison, mais un casier judiciaire, une thérapie obligatoire et des travaux d'intérêt général. Il n'a jamais cherché à me contacter, pas d'excuses, pas d'explications, pas de colère non plus, juste le silence. Les dernières nouvelles que j'ai eues de lui sont venues d'un cousin éloigné. Il travaille sur un projet, avec des amis, ont-ils dit, essayant de se remettre sur pied. Je n'ai pas demandé plus de détails. Mes parents n'ont pas bien géré la situation. Ils ont dit à la famille élargie que c'était un malentendu juridique, que Julien avait été piégé, et qu'il avançait avec de grands projets. Ils ont réécrit l'histoire comme ils le font toujours, mais cette fois, ils ne m'ont pas inclus dans les modifications. Ils ne m'ont plus demandé d'aide depuis. Ni pour le loyer, ni pour Julien, ni même pour que je m'explique. Le silence que je trouvais autrefois étrange me semble maintenant mérité. J'ai enfin eu la chance de construire ma propre vie. Pas comme un plan de secours, pas comme un filet de sécurité, pas comme le fonds d'urgence de quelqu'un d'autre. Juste la mienne. J'ai déménagé dans un appartement plus grand. La lumière entre par les fenêtres le matin, et j'ai vraiment le temps d'en profiter. Ce n'est pas luxueux, mais c'est calme, stable. Pour la première fois, je n'ai pas l'impression de vivre sur du temps ou de l'argent emprunté. J'ai jeté la boîte à chaussures pleine de factures que je gardais, la preuve de tout ce que j'avais payé. Je pensais que j'en aurais besoin un jour pour me défendre. Mais maintenant je réalise que je ne dois d'explication à personne. Je l'ai vécu. Je sais ce que j'ai fait. C'est suffisant. J'ai commencé de nouvelles routines, de petites choses. Je prépare mes repas le dimanche. Je lis plus. J'arrête de vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes. J'ai enfin réparé mon vélo. Je le sors le week-end, je longe la rivière, j'écoute de la musique que j'aime vraiment, pas ce que Julien mettait à fond quand il restait chez moi et oubliait ses écouteurs. J'ai renoué avec des gens que j'avais perdus de vue alors que j'étais trop occupé à sortir ma famille du pétrin. Il s'avère que je n'étais pas aussi oublié que je le pensais. J'étais juste injoignable, toujours distrait, toujours fatigué, toujours responsable du désordre de quelqu'un d'autre. Maintenant, quand les gens appellent, j'ai vraiment l'énergie d'écouter. J'ai aussi appris à dire non sans culpabilité. Ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Pendant des années, non ressemblait à un échec, à une trahison. Mais la vérité est que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures. On choisit qui y a accès.
Et c'est enfin moi qui détiens la clé. Maman appelle encore de temps en temps, pas souvent. Ses messages vocaux sont compliqués. Une fois, elle a pleuré. Une autre fois, elle m'a blâmé. Une fois, elle semblait juste dire que je lui manquais, mais je n'ai jamais rappelé. Je ne la punis pas, je ne lui fais simplement pas encore confiance. Le pardon n'est pas automatique. Il se mérite. Et elle ne l'a pas mérité. Papa ne m'a pas contacté du tout. Pas un message, pas une excuse. Je pense qu'il est toujours en colère non pas pour ce que Julien a fait, mais pour ce que j'ai fait, moi, pour avoir levé le voile, pour les avoir forcés à voir qui ils avaient élevé et ce qu'ils avaient ignoré. Mais j'ai arrêté d'avoir besoin qu'ils comprennent. J'ai arrêté de me battre pour une place à une table qui n'a jamais été construite pour moi. À la place, j'ai construit la mienne. Le travail va mieux aussi. J'ai eu une promotion, un rôle avec plus de responsabilités, mais aussi plus de respect. Les gens écoutent quand je parle maintenant. On ne m'ignore plus, on ne me prend plus de haut. Je n'ai plus l'impression d'être un remplaçant. Et pour la première fois, quand je reçois mon salaire, l'argent reste le mien. J'ai réservé de petites vacances, de vraies vacances. Pas de drame, pas de fausses urgences pour tout gâcher. Juste 4 jours de repos. Sans les problèmes de quelqu'un d'autre dans ma poche. Voilà à quoi ressemble la liberté. Pas bruyante, pas dramatique, juste une paix ininterrompue. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Chloé a de nouveau envoyé un texto. Elle m'a demandé si je voulais prendre un café. Sans pression, juste entre amis. Sauf si c'est bizarre. Ce n'était pas bizarre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café où aucun de nous n'était jamais allé. Nous avons parlé pendant près de 3 heures. Nous avons ri plus que je ne l'aurais cru. Elle avait toujours cette même énergie calme, toujours aussi vive, toujours aussi lucide. À un moment donné, elle a dit, « Je ne sais pas comment tu as supporté tout ça. J'aurais craqué bien plus tôt. » J'ai haussé les épaules. Je ne savais pas que je pouvais arrêter. Ça l'a touchée. Elle a hoché la tête. C'est le problème avec les gens comme nous. On pense que survivre signifie qu'on va bien. Ça m'a marqué. Nous n'avons rien prévu au-delà de ce premier café, mais nous nous envoyons des textos presque tous les jours depuis. Je ne sais pas où ça mènera, mais ça semble réel, honnête. Il n'y a pas de faux semblants, pas de dette, pas de performance, juste un espace pour être moi-même. Et c'est plus que ce que j'ai jamais eu dans ma propre famille. Je pense encore à ce dîner parfois, celui où maman m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tu n'es qu'une ombre comparée à ton frère. » Ça me hantait. Maintenant, ça me rappelle le chemin que j'ai parcouru. Parce que les ombres ne disparaissent pas en combattant la lumière. Elles disparaissent quand on sort de celle de quelqu'un d'autre. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ni à eux. Ni à lui. Ni même à moi-même. Je n'ai jamais été le problème. J'étais juste fatigué d'être invisible.